Un plateau recouvert de neige s'étend sous un ciel d'hiver pâle, silencieux et intact, comme un monde oublié par la guerre. Cachés parmi les sapins et les hêtres qui bordent les pentes abruptes, des centaines de jeunes hommes attendent, leur souffle s'élevant en nuages glacés dans l'air immobile. Ce ne sont pas des soldats au sens traditionnel du terme, pas des militaires de carrière formés dans les casernes et les académies. Ce sont des résistants, des ouvriers d'usine, des étudiants, des fermiers, des apprentis qui ont refusé d'être envoyés en travail forcé dans les usines allemandes. Ils sont venus sur le plateau des Glières, dans les montagnes de Haute-Savoie, pour se battre, pour résister, pour refuser l'ordre imposé par l'occupant. Mais ils ne savent pas encore que ce plateau deviendra leur tombeau, que la neige qui les entoure sera bientôt teintée de leur sang. Nous sommes au début de l'année 1944 et la France est toujours sous occupation allemande, après 4 années de souffrance et d'humiliation. Le régime de Vichy collabore ouvertement avec les nazis, traquant les Juifs dans les villes et les villages, poursuivant les communistes et arrêtant tous ceux qui osent résister. Les jeunes Français sont réquisitionnés et déportés pour travailler dans les usines allemandes sous le service du travail obligatoire, cette loi qui fait d'eux des esclaves modernes. Des milliers refusent ce destin et fuient vers les montagnes, vers les zones reculées où l'État français peine à exercer son contrôle. Ils deviennent des maquisards, des combattants de la résistance, vivant dans les forêts profondes et les hauts plateaux isolés, loin des routes et des villes. Le plateau des Glières, perché à plus de 1450 mètres d'altitude dans le massif des Bornes, devient rapidement un symbole de défi et d'espoir. Il est isolé, difficile d'accès, entouré de falaises abruptes, de forêts denses et de pentes qui découragent même les randonneurs expérimentés. En janvier 1944, des résistants commencent à s'y rassembler sous le commandement de Tom Morel, un ancien officier de l'armée française au charisme naturel. Ils sont jeunes, la plupart ont entre 18 et 25 ans. Ils sont mal armés avec des fusils dépareillés et des pistolets de chasse. Et ils sont insuffisamment entraînés pour ce qui les attend. Ils dorment dans des cabanes en bois grossièrement assemblées et des chalets abandonnés par les bergers, enveloppés dans des couvertures fines et des manteaux troués contre le froid glacial qui pénètre jusqu'aux os. Ils attendent des parachutages d'armes des Alliés qui tardent à venir, scrutant le ciel nocturne dans l'espoir d'apercevoir les silhouettes des avions britanniques. Ils attendent des ordres qui n'arrivent pas toujours. Ils attendent de se battre, de prouver que la France n'est pas morte, que l'esprit de résistance survit malgré tout. Mais le régime de Vichy ne peut tolérer cette défiance ouverte qui se déploie sous les yeux de tous dans les montagnes savoyardes. Le plateau est trop visible, trop symbolique, trop inspirant pour les autres réfractaires qui hésitent encore à rejoindre la résistance. Pour les autorités collaborationnistes de Vichy, le plateau des Glières représente une insulte inacceptable qui doit être effacée rapidement et brutalement. Les maquisards incarnent tout ce que Vichy déteste et craint. La rébellion contre l'ordre établi, l'insoumission aux lois du maréchal Pétain, le refus de l'Europe nouvelle promise par Hitler. Dès le mois de février, les premiers accrochages ont lieu entre les résistants retranchés sur le plateau et les forces vichistes qui patrouillent dans les vallées. Des patrouilles de gendarmes et de miliciens montent sur le plateau pour tenter de disperser les maquisards par la menace et l'intimidation. Elles sont systématiquement repoussées par des tirs de fusil précis et l'hostilité farouche de la population locale qui refuse de collaborer. Les habitants des vallées environnantes soutiennent les résistants en cachette,
malgré les risques terribles qu'ils encourent pour eux et leurs familles. Ils leur apportent de la nourriture volée dans leurs propres réserves, des vêtements chauds cousus la nuit, des informations précieuses sur les mouvements ennemis dans la région. Les femmes cousent des vêtements dans le secret de leur cuisine. Les enfants servent de messagers en empruntant les sentiers de montagne que seuls eux connaissent. Toute la région devient complice de la résistance dans un élan de solidarité qui défie l'occupation et la collaboration. Mais cette solidarité touchante ne suffit pas face à ce qui se prépare dans les casernes et les états-majors de Vichy. Le 12 mars 1944, les forces vichistes lancent leur première attaque majeure avec plus de 1000 hommes mobilisés pour cette opération punitive. Des centaines d'hommes, des groupes mobiles, de réserve, la milice policière de Vichy, recrutée parmi les collaborateurs les plus zélés, gravissent les sentiers de montagne enneigés dans le froid de l'aube. Ils sont mieux équipés que les maquisards, avec des uniformes complets et des armes modernes, mieux nourris grâce aux rations fournies par l'occupant, et plus nombreux avec un avantage numérique écrasant. Les maquisards ouvrent le feu depuis leur position dissimulée dans la neige profonde, cachés derrière les rochers et les troncs d'arbres abattus. Les pentes enneigées résonnent soudainement du craquement sec des fusils, des rafales de mitrailleuses et des cris déchirants des hommes touchés par les balles. Les forces vichistes avancent méthodiquement malgré les pertes qui s'accumulent, subissant des tirs nourris depuis les hauteurs, mais elles sont déterminées et implacables. Les résistants tiennent leur position pendant des heures interminables, utilisant intelligemment le terrain montagneux à leur avantage tactique. Chaque rocher devient un rempart contre les balles qui sifflent dangereusement. Chaque arbre offre un abri précaire contre le feu ennemi qui ne cesse jamais. Mais les munitions commencent à manquer dramatiquement. Après seulement quelques heures de combat intense, chaque cartouche devient précieuse et doit être économisée. Le froid polaire est absolument insupportable, mordant la chair exposée et pénétrant à travers les vêtements inadéquats des combattants épuisés. Les gelures ravagent cruellement les doigts engourdis et les orteils qui ont perdu toute sensation dans les bottes trempées. Certains résistants n'ont jamais tiré un seul coup de feu avant ce jour terrible, et ils tremblent autant de peur panique que de froid glacial. Le 13 mars, lors d'une tentative de négociation tendue avec l'ennemi sous un drapeau blanc improvisé, Tom Morel est traîtreusement abattu d'une balle en pleine poitrine. Sa mort brutale brise instantanément le moral, fragile de ces hommes, qui voyaient en lui un leader charismatique et un protecteur. Le lieutenant Théodose Morel prend immédiatement le commandement avec courage, mais la situation militaire est absolument désespérée, et tous le savent. Les forces vichistes se retirent temporairement vers les vallées pour se réorganiser, mais absolument tout le monde sait qu'elles reviendront en force. Des jours interminables passent dans une tension psychologique insupportable qui use les nerfs des combattants isolés. Les résistants fortifient désespérément leur position fragile, creusant péniblement des tranchées rudimentaires dans le sol gelé et dur comme la pierre. Ils rationnent sévèrement leur nourriture de plus en plus rare, partageant équitablement les dernières miettes de pain rassis et les morceaux de fromage moisis. Ils soignent tant bien que mal leurs blessés dans des granges glaciales sans aucune fourniture médicale appropriée, utilisant des bandages de fortune déchirés dans leurs propres vêtements. Les plaies s'infectent rapidement dans ces conditions insalubres. La gangrène menace constamment les membres blessés qui noircissent et enflent.
Des avions alliés larguent occasionnellement quelques containers d'armes par parachute dans la nuit noire, mais jamais assez pour équiper tous les hommes. Les parachutages sont terriblement rares et souvent complètement manqués à cause du mauvais temps persistant qui empêche les vols. Puis, le 26 mars 1944, tout change radicalement quand les Allemands décident d'intervenir directement avec leurs troupes d'élite. Des milliers de soldats allemands des troupes de montagne, les chasseurs alpins aguerris et impitoyables, commencent leur ascension méthodique du plateau. Ils apportent des mortiers lourds, des mitrailleuses modernes et même de l'artillerie de montagne spécialement conçue pour ce terrain difficile. Les résistants observent avec effroi, depuis leur position, les forces allemandes professionnelles encercler complètement le plateau dans une manœuvre d'encerclement parfaite. Il n'y a aucune issue possible, aucun sentier d'évacuation qui ne soit surveillé par l'ennemi. L'assaut allemand commence méthodiquement à l'aube glaciale du 26 mars avec une violence qui dépasse tout ce que les résistants ont connu. Des obus de mortier explosent avec fracas dans les arbres environnants, projetant mortellement des éclats de bois tranchants et de glace dans toutes les directions. Les tirs nourris de mitrailleuses balayent impitoyablement les positions de la résistance, fauchant tout ce qui bouge. Les maquisards ripostent courageusement avec leurs armes dérisoires, mais ils sont désespérément en infériorité numérique face à cette machine de guerre allemande. En milieu de journée sanglante, les forces allemandes ont définitivement percé la ligne défensive principale, pourtant vaillamment défendue. Les résistants commencent à se disperser dans la forêt profonde, tentant désespérément de s'échapper à travers la neige épaisse qui entrave chaque mouvement. Le plateau des Glières tombe finalement après des jours de résistance héroïque contre des forces écrasantes. Plus de 150 résistants sont tués au combat ou sommairement exécutés peu après leur capture par les Allemands et les miliciens. Le régime de Vichy déclare triomphalement la victoire dans ses journaux de propagande qui célèbrent l'écrasement des terroristes. Mais la propagande mensongère ne peut effacer la vérité de ce qui s'est réellement passé sur ce plateau ensanglanté. La défaite militaire aux Glières ne met absolument pas fin à la résistance française. Au contraire, elle la galvanise puissamment. Les martyrs des Glières deviennent instantanément un cri de ralliement pour tous les résistants de France qui jurent de venger leurs camarades tombés. Aujourd'hui, un monument imposant se dresse fièrement sur le plateau des Glières pour honorer ces hommes courageux. Leurs noms sont gravés à jamais dans la pierre froide de ce monument qui défie le temps et l'oubli. Si cette histoire tragique vous a touché profondément, prenez un moment pour honorer leur sacrifice immense. Abonnez-vous pour que nous continuions à raconter ces histoires oubliées qui méritent d'être transmises. Parce que l'histoire ne concerne pas seulement les grandes victoires célébrées dans les livres scolaires. Elle concerne les gens ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires dans des circonstances impossibles. Et c'est notre devoir sacré de nous souvenir de leur courage et de leur sacrifice.